4e semaine du vrai Ségur de la santé. Je suis un petit peu à l'arrache parce que j'étais avec les camions d'Ukraine. Excuse-moi. Voilà. 4e semaine du vrai Ségur de la santé. On est vendredi. Je ne sais même pas s'il y a une session ce soir. Je ne sais plus. Non. Donc, c'est la dernière semaine dernière session de la semaine. On est très heureux aujourd'hui. Audition du vrai Ségur de la santé qui ont commencé le 14 février, qui se déroulent jusque fin mars, ponctuées par 2 actions. 26 mars, une énorme action en faveur du handicap. À Paris, dossier de candidature pour les Jeux Olympiques délivré en préfecture. Et 27 et 28 mars, congrès, colloque, restitution des conclusions du vrai Ségur de la santé. Tout ce qu'on va dire aujourd'hui, tout ce qu'on va proposer aujourd'hui sera repris dans un document et on va apporter le document à ceux qui prétendent à gouverner la santé de demain, en tout cas des 5 prochaines années, et comptez sur nous pour leur faire parvenir toutes vos informations. Raison pour laquelle, en fait, on essaye pendant les auditions, au-delà du constat qui pourrait faire l'objet d'une audition, on essaye tout de suite d'être assez rapide sur le constat, le diagnostic et les problèmes pour basculer dans des propositions. C'est quelque chose de fondamental. Christelle Baldé, je vais te laisser présenter nos invités, s'il te plaît, puisque je suis certain que tu as tous les documents sur les yeux et moi, je ne les ai pas. Non, moi, je ne suis pas Michel Drucker, hein, vous l'aurez constaté, je suis juste Denise Fabre. Donc, bonjour à vous trois. Je ne sais pas si Sophie Jomet est là, je ne l'ai pas vue encore. En tout cas, bonjour à Isabelle. Isabelle, alors, je vais vous voyer, hein, mais on peut se tutoyer aussi si vous voulez. On peut. Isabelle, on peut se tutoyer. Ah oui, très bien. Tu es donc assistante sociale au CHU de Nancy, c'est ça? Oui. Et Samantha Deplanque, animatrice territoriale. C'est ça. Très bien. Pardon. Et invisible pour ce midi. Non, ce midi, on vous met en lumière. Et Sophie, qui devrait nous rejoindre bientôt, ASH dans un EHPAD depuis 4 ans. Elle vient d'arriver. Pardon? Elle vient d'arriver, je crois. Ah bah super. Bonjour Sophie. Je vois personne, moi, pour le coup. Je te laisse le soin, Isabelle, de te présenter. Ensuite, oui. Samantha. Voilà, à vous les filles. Alors, donc, je suis Isabelle Blonglet. Je suis de formation assistante sociale en milieu hospitalier, où je travaille depuis… Je suis sortie de l'école d'assistante sociale suite à mon DE en 98. Même employeur depuis 24 ans, par choix d'être en milieu hospitalier. J'ai choisi l'hôpital depuis le départ. J'ai été ensuite, j'ai travaillé dans pas mal de services, notamment médecine d'urgence. J'étais membre actif aussi de la Société française de médecine d'urgence, la SFMU, donc pendant 11 ans. Depuis 3 ans, je suis coordinatrice du service social du CHU et depuis 4 mois, je suis responsable du service social où j'encadre les assistantes sociales du service social hospitalier auprès des patients. Donc voilà, donc 24 ans de carrière en milieu hospitalier. Alors, je dis toujours pour la petite blague, quand j'ai fait mon mémoire en 98, mémoire de fin de cursus d'école, c'était sur la place de l'assistante sociale à l'hôpital, où je disais qu'on était des figurantes qui cherchaient un second rôle. Parce qu'à la fin du film, les seconds rôles ont leur nom qui apparaît, les figurants, on n'a pas de notre nom et on n'est pas rémunéré. On est en 2022, 24 ans plus tard, je pense que je pourrais écrire le tome 2 de mon mémoire de 98, parce qu'on est encore parfois, malheureusement, je dis alors pas tout le temps, mais parfois invisible, alors qu'on a un super travail auprès de nos patients dans le cadre du parcours patient. Je le développerai après, mais en tout cas, voilà ce que je voulais dire. On n'est pas des figurantes, mais on a un second rôle à l'hôpital. On ne demandera jamais le premier rôle, ça c'est évident, on ne va pas être en tête d'affiche, mais on est présente. Donc, cette session… Pardon. Non, allez-y. Je les présente parce qu'on est c'est une profession très féminine, voilà. Donc, ce midi, on va parler des invisibles en institution, entre guillemets, les invisibles, vous avez compris que c'est un terme, hein, c'est pas méprisant, en institution, et aussi, est-ce qu'on sera en capacité d'aborder la ville et les aidants à domicile, pas aujourd'hui, Christelle? D'accord, non, mais c'est pour savoir s'il y a aussi une session prévue dédiée aux aidants à domicile. Oui, voilà, c'était pour cadrer le débat. Oui, bah, vous êtes essentielle, hein, Isabelle. Isabelle, vous êtes essentielle. On ne peut rien faire sans assistante sociale, puisque même moi, je travaille dans un établissement chirurgical.
quand les gens ont besoin, après, quand ils ont été opérés, qu'ils doivent ensuite partir soit en rééducation ou rentrer chez eux, c'est vous qui êtes un peu le chef d'orchestre de l'après. Bon, voilà, moi, c'est comme ça que je vois un peu votre rôle. Alors, de toute façon, il faut casser ce schéma des premiers rôles, des seconds rôles. Tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. Et il y a surtout le patient dont il faut s'occuper. Tout le monde intervient autour de lui. Et moi, je dirais que vous êtes plutôt fondamental puisque vous allez garantir l'après-séjour, si on peut dire. Donc, on ne peut pas faire sans vous. Samantha, je vous laisse vous présenter. Ok. Bon, alors moi, je suis donc Samantha Deplanque. Je suis animatrice en résidence autonomie, anciennement foyer logement. Donc maintenant, on appelle ça résidence autonomie depuis 12 ans. Donc, je suis chargée d'organiser les animations, d'animer également et de faire tout un tas de paperasse administrative. Et du coup, j'ai travaillé en EHPAD 3 ans avant et je dirais que heureusement, parce que la résidence autonomie n'est pas forcément ce qu'on croit. Voilà. Donc, peut-être qu'on pourra développer ensuite, mais voilà, voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Et Christelle, on a donc une troisième invitée, Sophie. Qui n'est pas arrivée encore. Sophie qui est assise en EHPAD, mais qui n'est pas là. D'accord. Est-ce qu'on s'est soucié de la recontacter un petit peu avant ou de lui donner le lien? C'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. Vous avez donc attendu le dernier moment pour le faire? Non, c'est Michel Drucker. Michel Drucker, il n'aurait jamais eu ce problème. Michel Drucker. Bon, alors, mais moi, je la vois qui apparaît, troisième. Je vois son nom dans les participants. Alors, attendez, je vais regarder ça. Sophie. Moi, je ne la vois pas. Moi non plus. Je suis là pourtant, mais je ne vous vois pas. Ouais. C'est pas sous le prénom Sophie, il y a le nom de famille qui a fait affiché. Je suis là, vous m'entendez? Oui. Comment il s'appelle votre... C'est Géomé? Oui. Ah, bonjour Géomé. Bonjour Sophie, ouais, ça ira. Sophie, ça ira. Sophie, je vous laisse vous présenter. Merci d'être avec nous ce midi. Je vous en prie. Moi, je suis à SHQ en EHPAD et en disponibilité actuellement parce que je ne supportais plus la pression en fait, des services. D'accord. Bon, alors merci beaucoup d'être avec nous. Sophie, Isabelle, Samantha, très rapidement, comment on peut améliorer vos métiers? Alors, on a une aide-sage qui est en EHPAD, on a une animatrice, j'ai bien compris, en résidence autonomie, il faut faire attention à ce qu'on dit pour autonomie, et on a Isabelle qui est la chef d'orchestre de tout ça. Qu'est-ce qui, rapidement, pour qu'on puisse tout de suite passer aux solutions, rapidement, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, Isabelle, vas-y. Qu'est-ce qui ne va pas pour savoir ce que nous, on doit changer dès qu'on sera au ministère des Invisibles? Alors, par rapport à nos axes d'intervention, je vais faire très court. L'assistante sociale à l'hôpital, elle doit s'occuper de l'accès aux soins, l'accès aux droits, la protection des personnes vulnérables, enfants, personnes en PH, PA, etc., l'aide à la vie quotidienne et la préparation de la sortie d'hôpital. Ça, ce sont nos missions, on sait le faire, on travaille en amont, en aval. Ce qui coince, c'est, on ne va pas parler de la DMS, la durée moyenne de séjour, mais malgré tout, ce petit temps imparti où qu'on nous laisse désormais pour organiser tout ça. On a cette pression quand même par rapport à nos missions et on a ce sentiment, en écoutant mes collègues, même si j'étais encore depuis il y a peu sur le terrain, d'avoir ce sentiment de mal faire les choses parce qu'on doit faire les choses beaucoup plus rapidement. Alors que nous, on souhaiterait que notre sortie d'hôpital soit organisée de façon très sécurisée. Et parfois, on nous dit, vous savez, un petit peu, vite, il faut de la place. Parce qu'effectivement, oui, pardon. Isabelle, j'ai l'impression que dans beaucoup d'endroits, la sortie est déjà quasiment organisée au moment de l'entrée. C'est naïf de penser ça? Non, en fait, il y a le programmé et il y a le non programmé. Dans le programmé, de plus en plus, on travaille avec le service d'optimisation du parcours patient pour, lors des consultations, commencer à parler de la sortie pendant la consultation en ambulatoire parce qu'on va avoir un séjour, si tu es en chir, une prothèse de hanche, soit en ambulatoire, soit en 2 jours, pour qu'on ait déjà effectivement le point de chute en SSR
ou l'HAD qui soit mise en place à la sortie. Donc ça, on est en train de revoir nos pratiques professionnelles pour que le service social adapte ses pratiques pour travailler autrement. On prépare la sortie avant l'arrivée. Ça, on est sur l'activité programmée. Sur le non programmé, comme moi, dans un hôpital comme le CHU, on a quand même une grosse partie de non programmé. Effectivement, c'est très service dépendant où, alors effectivement, on peut, en gériatrie, le patient arrive maintenant, on en parle directement, c'est évaluation pluridisciplinaire, chute à répétition, passage itératif aux urgences. Allez, l'assistante sociale, elle fait une évaluation, c'est qu'il y a un problème. Dans certains autres services, c'est plus compliqué que ça. On n'anticipe pas encore, malheureusement, assez la sortie, ou alors on n'a pas les moyens de l'anticiper parce que les séjours sont 2 jours, et du coup, on n'a pas forcément tout ce qui va en amont, en aval, pardon, qui peut se mettre en place pour sécuriser la sortie. Mais bon, si on n'a pas de place en Isabelle, SIAD, ouais, vas-y. non, mais ce que je veux dire, c'est que tu ne crois pas qu'on peut partir du principe qu'il y a des situations qui sont toujours un peu compliquées. Parce que, les notamment, situations complexes, oui. Ça, c'est un truc, c'est un fait. Parce que on en aura toujours. Je me permets de vas-y. rebondir parce que pour travailler de temps en temps aux urgences, il y a parfois clairement des hospitalisations d'urgence par difficulté de maintien à domicile. Alors, on peut imaginer que le retour à domicile, il sera compliqué puisque c'est parfois le motif de l'hospitalisation. Tu vois? J'ai travaillé très longtemps aux urgences, j'ai travaillé 11 ans mais aux urgences. Le MADI, le maintien à domicile impossible, c'est un nouveau terme à la mode. Oui, parce que, alors voilà, après, on n'est pas là pour faire le débat de ce qui. On est là aussi pour faire le lien sur ce qui se passe au niveau de difficultés. Le lien ville-hôpital, on l'entretient. Malheureusement, pour X raisons, le maintien à domicile impossible, qui arrive aux urgences le vendredi soir, tu sais bien ce que c'est, à 17h, parce qu'il y a eu la petite goutte d'eau et qu'on te dit, ça fait 2 ans que ça dure. Et madame, pourquoi il n'y a pas eu d'autres décisions prises pendant 2 ans? On n'est pas là pour culpabiliser les familles parce qu'elles ont promis à maman de jamais la mettre en EHPAD, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Une fois que les patients est là, il est là. Si on l'admet dans le service, alors je suis dans le service public, on l'admet pour maintien à domicile impossible, on sait qu'on risque d'avoir un séjour long. Mais on l'a pris. Mais on a ce temps d'intervention, on nous dit, la patiente, en bout de 2 jours, voilà, la rhabdomyolyse, elle est réglée, elle peut sortir, elle est stable, il faut trouver un point de chute. Et nous, ce ressenti, c'est qu'on a moins de temps et qu'on a l'impression qu'on doit faire plus vite et moins bien notre boulot et qu'on est moins partie prenante auprès du patient pour le mettre au cœur de son projet de vie parce que malgré tout, le patient, il est quand même censé être acteur aussi de son... Là, on parle de la personne âgée avec le maintien à domicile impossible. Je réponds à Madame Baldé, je ne sais plus son prénom, qui est modérateur, Christelle. Le MADI, je dis toujours le maintien à domicile pour qui? Pour le patient, pour la famille, pour le pompier qui l'a retrouvé par terre ou pour le médecin traitant? Des fois, les maintiens à domicile impossibles qui sont marqués sur le courrier médecin traitant à l'arrivée aux urgences, une fois qu'on l'évalue, il est peut-être, pour moi, je leur qualifie souvent de maintien à domicile difficile. Il n'est pas forcément impossible parce qu'en fait, on n'a pas forcément mis les moyens, les aides à domicile en place pour maintenir et qu'on, parallèlement, on fasse des inscriptions de sécurité en EHPAD. Voilà, ça c'est… voilà. Un peu les difficultés ultra résumées, d'accord. Alors, et puis l'autre difficulté, c'est qu'on a aussi des façons de fonctionner qui sont territoire dépendants. Je parle par rapport à nos partenaires. On va parler des instances qui sont les conseils départementaux, les tribunaux, les MDPH. Comme ça, je vais en citer 3 et personne ne sera vexé, comme dans les pubs. On a par territoire des façons de fonctionner différentes. Quand on est sur un gros CHU, même sur un gros CH, on draine un gros territoire. Nous, vraiment, sur le Grand Est, il y a 10 départements. On va même au-delà de là pour certaines spécialités. Si le patient habite à tel ou tel endroit, ça va être plus compliqué parce que telle instance ou tel dispositif va fonctionner différemment. Et on doit avoir, en tant qu'assistante sociale hospitalière, ces connaissances des fonctionnements différents, alors que si tout le monde avait homogénéisé ses pratiques, les mêmes formulaires, les mêmes façons d'instruire un dossier, les mêmes délais d'instruction, voilà. Alors après, comme je dis, nous, c'est… Tu es en train de dire que d'un département à l'autre, d'un territoire à l'autre, les dossiers ne sont pas les mêmes à remplir? Parfois encore, on y arrive tout doucement, les dossiers sont les mêmes, on y arrive, hein, mais parfois, on a encore aussi des façons de traiter le dossier qui sont différentes. C'est pas normal de se dire, merde, il habite à tel endroit, alors que s'il avait habité 20 bandes plus loin, le dossier aurait été traité plus vite. Ça, non, mais je cible personne, ça. Mais effectivement,
C'est comme pour certains déserts aussi médicaux, on a aussi des endroits où on se dit, avoir une équipe spécialisée Alzheimer, chouette si tu habites en plein centre-ville. L'autre fois, on en a parlé, bon, j'habite au fin fond des Vosges, je crois que c'est la seule zone qui n'était pas couverte, par exemple. C'est dommage, il aurait été habité à Nancy, je parle de ma ville de Nancy-Centre, il a un accès beaucoup plus facile. Donc voilà, on a quelques obstacles aussi par rapport. Mais voilà, c'est intéressant parce que ça rejoint beaucoup de problématiques qu'on a déjà traitées dans les auditions, à savoir le manque d'homogénéité entre les territoires. Et c'est pas. Moi, je peux comprendre que d'un territoire à l'autre, il n'y ait pas les mêmes choses. Ça, moi, je peux l'entendre. Par contre, entre guillemets, si l'offre est différente, pour le patient, ça ne doit pas se traduire par un manque de chance. C'est ça le truc. On peut très bien comprendre que dans les Vosges, il n'y a pas autant de choses que dans Paris intramuros. Mais ça ne doit pas… Enfin, bon, bref, je pense qu'un pays moderne doit pouvoir donner accès à tout le monde au même service, même s'il y a une densité différente. Ce qu'on peut comprendre aussi d'un autre côté. Bon, d'accord. Bon, merci pour cette petite mise en bouche. Samantha, c'est parce que j'ai dit mise en bouche que tu rigoles? Non. Moi? Non. Alors, toi, tu bosses en résidence autonomie. Ouais. Quels sont tes obstacles aujourd'hui? Il manque de monde, il manque d'argent, il manque de matériel pour restituer l'autonomie, il manque d'animaux domestiques, il manque de quoi? Alors, il manque de visibilité déjà. En gros, je nous considère comme des soignants alors qu'on n'a aucune formation pour ça. En gros, il nous manque, oui, évidemment, des moyens humains et financiers, mais surtout, personne ne sait qui on est, en fait. Voilà, les résidences… La faute à qui? La faute à qui? Ben, je ne sais pas. La faute à qui? Tu es en train de dire que l'offre existante dont tu fais partie n'est pas connue des services sociaux, des médecins? En fait, c'est connu. On sait que les résidences autonomie existent, mais alors, je reformule. En fait, on imagine autre chose que ce que c'est, voilà, plutôt. C'est-à-dire qu'en fait, ça porte le nom d'autonomie, mais les gens qui rentrent ici à 60 ans de leur propre gré, c'est franchement pas la majorité. Généralement, ils arrivent à moyenne d'âge 85 ans, déjà dépendants, enfin, relativement dépendants. Ça coûte moins cher qu'un EHPAD. Donc, en gros, on va dire que c'est la solution transitoire. Voilà. Parce que l'assistance est moindre. C'est parce que l'assistance est moindre? Ça coûte moins cher? Ça coûte moins cher. C'est un loyer. Il n'y a pas d'infirmière? Du tout. Il n'y a aucun personnel médical. Donc, en fait, je prends mon exemple. Hein. Il y a des gardiens. Et encore, on est très, très bien lotis ici. Hein. Un gardien, des agents d'entretien, agents de restauration, lingère, une secrétaire à mi-temps, un directeur et moi à mi-temps. Voilà. Il n'y a pas de personnel médical. Le but, c'est que les gens ne restent pas chez vous et qu'ils aillent où après? Ils rentrent chez eux ou alors? Normalement, ils doivent venir dans les résidences autonomie, donc autonomes, parce que baisse de revenus ou parce que isolement. Voilà, c'est tout. Sauf qu'en fait, ils arrivent déjà pas au top. Et puis, le temps passant, la santé se dégrade. Le temps de trouver un EHPAD qui les accueille, on les garde avec nous. Alors, entendons-nous bien, moi, j'adore mon boulot, hein, ce n'est pas le problème. Mais j'explique en deux minutes. Moi, ma fiche de poste, c'est organiser les animations et animer l'après-midi. Voilà. Et faire le boulot administratif. Ça, en vérité, c'est 50% de mon travail. Et les 50% restants, c'est invisible. Donc, c'est des soins psy, c'est-à-dire gérer toutes sortes de pathologies, démence, Alzheimer, dépression, envie suicidaire, détresse psychologique. Voilà, déjà. Ensuite, premier soin quand quelqu'un tombe. On n'a même pas, on a des compresses, du pchit, et voilà. Mais quelqu'un tombe, quelqu'un fait un arrêt cardiaque. Là, j'ai trouvé une autre animatrice qui m'a raconté rien que cette semaine, coucou Raphaël d'ailleurs si elle me voit, quelqu'un qui, son lit s'est cassé, donc le pied en dessous, une dame assez forte, fracture ouverte de la cheville. Moi, je ne suis pas formée pour ça. Hein. Donc, du sang partout. Tu l'as pas opéré? Non, je ne l'ai pas opéré, mais ce n'était pas moi d'ailleurs. Mais voilà, le veilleur des nuits a dû faire avec… voilà. Et quand on appelle les pompiers,
Bah, des fois, ils ne veulent pas venir. Bon, je jette la pierre à personne, mais ils nous disent, mais il n'y a personne qui est de médical chez vous. Et en fait, on se rend compte que personne ne sait ce que c'est une résidence autonomie. Samantha, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu réclames directement ou directement, je ne sais pas, une présence médicale ou paramédicale? C'est ça l'info? Moi, je pense que ce serait judicieux, étant donné qu'il y a eu un glissement au niveau de l'âge des personnes. Les résidences autonomie, il y a 20 ans, c'était des gens autonomes. Là, aujourd'hui, ça a glissé. Donc, là, c'est presque un EHPAD déguisé, quoi. Donc, ces résidences perte d'autonomie. Voilà. Donc, en fait, moi, je pense que une infirmière serait là. Je pense qu'elle ne chômerait pas entre les médicaments, les soins, les champs, parce que ça nous arrive aussi de changer quelqu'un, de donner une douche. Moi, je n'ai pas été formée pour ça. Voilà. Incroyable. Des résidences autonomie, Samantha, il y en a beaucoup en France? Il y en a à peu près 2200, 2300. Et est-ce qu'on peut considérer, tu penses, ne t'inquiète pas, ma question là, c'est naïve, alors tu n'es pas obligé de me répondre avec certitude, mais ce que tu nous racontes là, tu as le sentiment que c'est sûrement partagé par beaucoup de tes collègues dans les autres? Alors, je pense que oui, d'autant plus que, comme je vous disais, nous, on est super bien lotis ici. Je connais des résidences autonomie où il y a peut-être trois filles, parce que c'est souvent des filles aussi, qui le matin font le ménage, le midi servent les repas, l'après-midi font l'animation. Des fois, il y a juste un gardien. Voilà. Ah oui, c'est impressionnant. On est confronté Pour quel salaire? T'es payé combien, Samantha? Alors, moi, je suis payée 1 800 € parce que j'ai passé des concours et que je ne compte pas m'arrêter là. Mais tu as combien de temps? Tu as une carrière de combien de temps? Ça fait combien de temps? Ça fait 12 ans que je suis en résidence autonomie. Ça fait 12 ans que tu es en résidence autonomie, tu touches 1 800 €. Ouais. Et du coup, j'attends le Ségur, quoi. Parce que là, enfin voilà, au bout de la rue, il y a un EHPAD. L'animatrice touche le Ségur. Moi, je ne le touche pas. Oui, c'est ça. Donc, et pourtant, vous êtes, excusez-moi mes questions, hein, excusez-moi. Vous êtes public. Oui, municipal. Oui, le Ségur n'a pas raisonné en équipe. Le Ségur est individualiste. C'est un individuel. Donc, en fait, voilà. Effectivement, il y a des gens qui ont été concernés, puis d'autres non. C'est très intéressant ce que tu nous expliques, hein, parce que effectivement, il faut, avant, je pense, d'aborder les problèmes, ce que vous avez fait très bien toutes les deux, c'est replacer le débat, replacer le paysage, enfin nous représenter un peu, nous planter le décor, comme on dit, de savoir de quoi on parle et qu'est-ce qu'on y fait, quoi. Et alors, est-ce que vous avez il y a des gens qui s'occupent de vous, qui sont dédiés aux résidences autonomie? C'est Sophie Cluzel. Qui c'est votre tutelle? Ça c'est Brigitte Bourguignon? C'est la même que les EHPAD? Brigitte Bourguignon, ouais. Mais tu sais, du coup, pour le combat du Ségur, j'ai contacté des députés comme Raphaël, justement, dont je parlais, qui aussi a contacté des députés. Et il y a le collaborateur d'un député qui très humblement d'ailleurs et très sympathiquement m'a dit, mais moi, je vous appelle pour savoir qui vous êtes en fait, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'une résidence autonomie. Tu vois? Donc il y a un vrai problème. Mais tu sais, c'est pour nos scribes. Hein. J'espère qu'on a des scribes ce midi. Christelle, on a des scribes? Ouais. Hein. Oui, ben vaut mieux. Oui. Tu peux être aimable, hein. Ce sera le même tarif. Hein. En fait, il y a un truc à chaque fois, c'est la cartographie. On n'a pas de cartographie. Il faudrait que les gens, ils aient chez eux. On a tous vu ça sur notre frigo. On a tous mis un petit truc aimanté avec le numéro de la mairie, le numéro de l'ambulance, le numéro de l'infirmière, le numéro des pompiers, le numéro des flics. Mais il faudrait un petit dessin aussi connu par les populations. Qui fait quoi, où? Qu'est-ce que c'est tout ça? Comment ça se passe? Ou en tout cas, qu'on soit capable effectivement que les médecins de famille, quand il y en a, soient capables d'expliquer ça. Bon, écoute, Samantha, est-ce qu'en intro, ça te va jusque-là? On peut passer la parole. Ça te va pour le moment? On revient tout de suite. Bien. Bon, alors, Sophie, toi, tu es ASH en EHPAD. Alors, je suis certain que tu vas nous dire que ton métier aussi a glissé un peu en compétences, non? On est carrément aide-soignante, hein, juste par c'est ça. Voilà. Ouais. Sauf que vous coûtez moins cher que les aides-soignantes. On n'a pas la prime, quoi. On n'a rien, quoi. On a juste. Moi, je touche 1700 et quelques. Avec combien de temps de carrière?
Je me plains pas du salaire, hein. Là, j'ai 3 ans et demi d'ancienneté dans celui-là. D'accord. Et avant, tu avais travaillé pendant combien de temps? À peu près 10 ans. Oui, donc tu es quand même à 13 ans d'exercice à Oui. 1 700 €. Oui. Bon, tu devrais être à 2 000 €, quoi. Enfin, voilà, c'est tout. Oui. C'est pas possible. Bon, alors, donc, il y a un glissement. Toi, tu es ASH dans un EHPAD. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il manque d'infirmières, il manque d'ASH comme toi, il manque d'aides-soignants. Ah oui, il y a carrément une unité fermée qui n'a pas d'infirmière du tout, parce que il y en a plus assez, donc ils les laissent avec les aides-soignantes. Et nous, on n'a pas assez. Les animatrices, on en a 2, elles sont des factrices et des coursières. Il n'y a pas de temps d'animation. Et Il y a quand combien de lits dans ta structure? Il y a combien de lits? 147. D'accord. Et alors, la question qui tue, la nuit, il y a qui dedans? Il y a 2 AS et une infirmière. Ah, il y a quand même une infirmière. Oui, mais qui descend pas. Donc, la nuit, pour 147 malades, enfin patients, résidents, il y a 2 aides-soignantes et une infirmière. Pour 147, c'est du délire. OK. Donc, est-ce qu'on peut dire, je vais te laisser parler. Toi, si tu avais les pleins pouvoirs demain, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres des postes, j'imagine. Oui. Tu ouvres des postes. Oui, j'ouvre des postes et je nous écoute aussi. Parce qu'on reçoit des ordres en fait, de personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans une chambre et qui ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Et nous je trouve qu'on est en fait, devant le lit, devant le résident, devant la famille. On nous impose des choses qu'eux-mêmes, je suis sûre, ils ne comprennent même pas qu'est-ce qu'ils nous demandent en fait. Qui c'est qui vous écoute pas? Les directeurs? Ouais, les cadres, déjà, pour commencer, les cadres, moi, je me suis mis en dispo là parce que j'ai pas pété un câble, mais vraiment surmené. T'as pété un cadre? T'as pété un cadre ou un câble? Non, un câble. Ouais, j'ai pété un câble. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Un cadre que je suis allée voir, à qui j'ai dit pourquoi il y a des passe droits, parce qu'il y a des familles qui connaissent le médecin. Donc, la résidente a eu tous les examens possibles, inimaginables, alors que 2 chambres plus loin, les mêmes symptômes, une autre résidente n'a pas eu du tout les examens parce que la fille d'eux connaissait le médecin untel. Quand tu dis ça, au-delà du cas que tu nous racontes, on ne va pas creuser ce cas-là, mais quand tu nous dis ça, est-ce que le message, tu as l'impression, toi, de ton point de vue d'ASH, qu'il y a un petit abandon médical, peut-être? C'est ça que tu es en train de nous dire? Oui, il y a un abandon, clairement, parce que les médecins ne se déplacent pas quand ils estiment que ce n'est pas assez important, ils ne viennent pas. C'est des médecins qui sont, excuse-moi de t'embêter avec mes questions, mais c'est pour bien cibler le problème. Sophie, c'est des médecins qui sont attachés à ton EHPAD et ils sont en permanence, ou c'est des médecins qui viennent visiter de temps en temps alors qu'ils font autre chose? Non, on n'a plus, on n'a plus de médecins attachés à l'EHPAD. En fait, on a même des médecins intérimaires qui viennent 1 jour, 2 jours, 1 semaine, et puis la semaine suivante, on en a un autre, et ainsi de suite. Donc, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le suivi médical dans ton EHPAD, en tout cas, même si on ne va pas généraliser forcément, mais le suivi médical, il pourrait être quand même sacrément renforcé. C'est un peu ça le message. Oui, clairement. Ouais. Tu sais, moi, dans le cadre du collectif, on avait fait des propositions depuis plus de 6 mois. Et pour moi, le personnel qui bosse dans les EHPAD, il devrait être évidemment revalorisé parce que c'est un domaine spécifique EHPAD. Et on a fait une session il y a quelques jours pour la réanimation. On parlait du personnel de réanimation. Et pour moi, les EHPAD, c'est pareil. Le personnel qui travaille en EHPAD devrait avoir une prime EHPAD, premièrement, ce qui permettrait de faire une revalorisation salariale simple pour tout le monde. Tout le monde. Cette fois, tout le monde. ASH, AS, IDE, même cadre. Voilà. Et surtout, et d'ailleurs en réanimation, ils en ont parlé, c'est un gros problème. Et aux urgences, c'est aussi un gros problème. Dans ces services comme ça difficiles, il faudrait une prime, mais une prime en salaire. Un intéressement salarié à la fidélité. Parce que quand on reste longtemps dans des services comme ça, je pense qu'on doit être félicité sous forme de salaire. Et ça, à mon avis, c'est vraiment des voies d'avenir parce que, bon. Alors, elles ont le prime grand âge que nous, on n'a pas. J'ai pas compris. Elles ont la prime grand âge que nous, on n'a pas. Oui, je sais. Oui, mais ça ne suffit pas. Et vous devez l'avoir. Oui. Et vous devez l'avoir parce que de toute façon, il faut arrêter d'être hypocrite. Brigitte Bourguignon, elle fait des audits, je crois, en ce moment sur les EHPAD. J'espère qu'elle va se rendre compte que les ASH sont faisant en fonction d'être soignantes. Alors
j'ai été quand même référente de l'unité, référente PMS, tout ASH que je suis, avec des projets, et on m'a mis des bâtons dans les roues clairement pour mes projets, ne serait-ce que remettre les salles de bain en fonction, qui étaient remplies de matelas et de tout ce qu'on veut. J'ai pas été entendue, j'ai pas été aidée, j'ai pas été soutenue. Je suis déçue, dégoûtée même. Oui, mais si tu veux, ce n'est pas de ta faute et ça va pas te plaire ce que je vais dire. C'est pas forcément non plus de la faute des cadres en poste. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une volonté politique nationale avec une priorisation du sujet EHPAD qui impose à toutes les EHPAD d'avoir une approche, Karen, quand j'ai dit prime, c'est des salaires, hein. S'il n'y a pas une politique vraiment massue en faveur des EHPAD, bah, si tu veux, il n'y a aucune pression au niveau des gouvernances, quoi. Il faut que les gouvernances aujourd'hui dans les EHPAD, elles n'aient pas d'autre choix que de changer les choses. Et tu vois, il y a 15 jours, là, je participais à une conférence dans les Hauts-de-France sur sport et santé. Et on s'était dit, tiens, il faudrait qu'il y ait du lien avec les clubs sportifs sur les territoires pour qu'ils aillent un petit peu voir les résidents qui aiment le sport souvent pour les aider à marcher, etc. Est-ce que ça, c'est des choses qui existent dans ton unité? Oui, il y avait un kiné qui est parti à 50% entre-temps, et une aide-soignante qui fait office d'aide à la marche. C'est tout. D'accord. C'est pareil, elles sont que 17 résidents, ça marche pas non plus. Il n'y a pas d'espace pour faire un petit peu de gymnastique douce. Il y a pas de, il y a du matériel. Pourtant, on a une machine qui s'appelle Snozelen. Ça fait de la lumière, de l'eau, des bulles, ça détend. Je sais, j'ai essayé, il fonctionne. Je suis la seule à utiliser cette machine dans l'EHPAD. Oui, mais tu ne crois pas que c'est parce que il est illusoire de parler de projet et d'amélioration du projet de soins si en fait il n'y a pas les hommes et les femmes en regard? Tu ne crois pas? Oui, si, mais si on n'essaye pas, enfin, je veux dire, moi, à mon Oui, petit niveau, à mon échelle, j'ai essayé. Mais si bien sûr. je suis toute seule à patauger dans la semoule, là, en fait, voilà, j'ai essayé, j'ai pas réussi parce que j'étais toute seule, qu'on m'a pas suivie. Absolument. C'est pour ça qu'en fait, toi, tu ne dois pas être livré à toi-même et tu devrais en fait être aidé, remercié. Tu devrais être remercié pour ton investissement là-dessus. Et surtout, ta direction, elle devrait t'encourager et t'aider et te Non, demander de quoi tu as besoin. non, on m'a répondu, ben, ma pauvre Sophie, bienvenue dans le monde réel. Voilà. Et ben, mais non, mais Sophie, c'est pour ça qu'on fait le vrai Ségur de la santé. C'est pour ça que j'ai créé le collectif Santé en danger. Parce que ce monde réel-là, il y en a marre de le tolérer ou le supporter. Il faut à un moment donné dire non, stop à la résilience. Et c'est pas parce qu'on a fait ça pendant 20 ans, 30 ans que c'est comme ça. Ben non, ça doit plus être comme ça. Et tant que on les laisse faire, ils continueront. Donc on va les. C'est pour ça, tu vois, qu'on fait une audition comme ça aujourd'hui, puis qu'on t'écoute pour pouvoir ensuite prendre tes propositions, les porter et leur dire, bah ça doit plus arriver. C'est plus possible. Voilà. Bon, ce que je retiens quand même, c'est le manque de moyens humains. Tu sais, parce que à t'écouter, il y a des salles de bain, il y a du matériel, mais en fait, on peut juste pas les utiliser. Donc, c'est vraiment un manque de présence humaine. Et donc, J'ai remis en route une salle de bain, j'ai fait des bains, mais à côté de ça, j'ai sacrifié le ménage de 2 ou 3 chambres le samedi, quoi, par exemple. ouais. Mais j'ai pris l'initiative de mettre les gens dans la baignoire, parce que rien que de voir leur visage s'éclaircir et s'épanouir quand ils sont dans l'eau, je trouve que ça valait le coup de ne pas faire 3 chambres ce jour-là, quoi. Bah, écoute, en tant que docteur, je te valide ça. Il vaut mieux donner un bain à quelqu'un à qui ça fait plaisir plutôt que de nettoyer la chambre. Voilà. Prescription médicale du docteur Chiche. Moi, des fois, je suis fatigué, je me couche et il faudrait mieux que je fasse du ménage et c'est bon, quoi. Dormir, c'est vital. Un bain, c'est vital. Le ménage, et ben, si le directeur, il peut venir aider, hein. Il peut Ouais. venir aider à faire le ménage, hein, pendant qu'on fait le bain. Les scripts, vous notez ça. Quand les ASH, les aides-soignantes seront occupés dans les EHPAD à donner du bain et du soin à la personne, on demandera au directeur de venir faire un petit coup de main de ménage, vu qu'il n'embauche pas de personne pour le faire. OK, les directeurs d'EHPAD. Et Brigitte Bourguignon, la ministre, il va peut-être falloir qu'elle vienne voir tout ça, hein, parce que ça va nous agacer. On a prévu une action coup de poing handicap, hein, mais vraiment, si on avait le temps, on ferait la même chose pour le grand âge, hein, parce que c'est un vrai scandale, hein, ce qui se passe en France. OK. Bon, voilà, je ne vais pas m'énerver là, mais bon, de temps en temps, il faut un peu muscler le propos. Bon, Isabelle, finalement,
toi, tu es peut-être une des seules à dire qu'il ne manque pas de moyens. Est-ce qu'il y a assez d'être Si. Non, mais Il en ok. manque. Est-ce qu'il y a assez d'assistantes sociales? Alors, Non, parce que finalement, tu vois, c'est assez intéressant parce qu'on a l'EHPAD, on a la résidence autonomie et puis on a l'assistante sociale. Bon, on s'intéresse un peu à tous les versants. Est-ce que pour toi, il y a assez d'assistantes sociales? Est-ce que la formation est bonne? Est-ce que le salaire est bon? Est-ce qu'elle travaille? Tu nous as expliqué le problème. Tu t'as insisté là-dessus. Hein. Des fois, ça va trop vite. Tu dis qu'il te manque de temps. Mais d'un autre côté, je vais te provoquer. Hein. On va quand même pas hospitaliser les gens plus longtemps pour que l'assistante sociale, elle ait du temps. et puis qu'elle se balade dans les couloirs aussi. Comment? Et qu'elle se balade dans les couloirs. Non, mais je dis pas ça. Non, mais je plaisante. Mais Ouais, mais c'est vrai que non, mais viser une durée, une DMS courte, c'est salvateur pour tout le monde. on est d'accord. On est d'accord. Après, est-ce qu'on serait bien avoir plus de monde dans l'équipe? Évidemment. Moi, j'ai déjà du mal aussi à recruter. Déjà, on a un problème aussi d'attraction. C'est pas forcément l'hôpital ni le salaire, parce qu'on a la prime Ségur 183 €. Honnêtement, je compte pas mettre en avant le problème de salaire aujourd'hui. Non, Voilà. mais c'est important. Voilà. Non, mais c'est très Non. important parce que ça prouve bien que selon le corps de métier, les préoccupations et les impératifs sont pas les mêmes. Et c'est très pertinent. Non, mais je parle à mon nom propre. Après, effectivement, forcément, il y a d'autres collègues qui vont dire on serait un peu plus payé, ça serait mieux. Évidemment. Mais pour moi, c'est pas ça le plus important. Là, effectivement, moi, on trouve depuis des années qu'on a un manque d'attractivité de notre profession de façon au sens large, du social, donc que ce soit en établissement médico-social, social ou sanitaire. Je trouve que c'est même pas une histoire de salaire, parce qu'effectivement, à l'hôpital, on gagne mieux sa vie lorsque moi j'ai commencé, quand je vois combien les jeux. Voilà, donc pour moi, c'est pas une histoire de salaire, mais d'attractivité. Pourquoi les gens ne veulent plus venir bosser à l'hôpital? Il manque des soignants. On n'est pas soignants, mais on manque d'assistantes sociales qui. J'ai pas de candidature spontanée. Avant, on en avait plein. Nos anciennes stagiaires, elles voulaient revenir. Maintenant, elles veulent plus forcément revenir. Donc là, on a un autre mode de recrutement. Maintenant, on peut faire la formation d'assistante sociale les 3 ans de diplôme d'État en alternance. Et là, cette année, on a pris une jeune en alternance qu'on va avoir pendant 3 ans. Et là, je pense que c'est peut-être nos futurs collègues de demain qu'on va former. On investit sur elle aussi, hein, pendant 3 ans. Donc, par rapport à ça, voilà. Maintenant, ce qu'on n'a pas, nous, c'est qu'on n'a pas non plus de pool de remplacement. J'ai eu énormément d'arrêts maladie. J'ai pris mes fonctions en novembre pour gérer l'équipe. J'ai des arrêts, j'ai des absences sur l'équipe qui ne sont pas remplacées. Donc, j'ai le reste de l'équipe qui s'épuise à faire le boulot des autres. Et toujours aussi vite, comme je disais, pour aussi rebondir sur le manque de temps. Non, on ne peut pas prendre tout le monde. On ne peut pas garder tout le monde à l'hôpital parce qu'effectivement, maman, au suivant, on n'a plus rien à faire là. En plus, les personnes âgées, par exemple, se dégradent aussi à rester trop longtemps à l'hôpital. Ça, j'en suis convaincue. Pour autant, mais là, je veux critiquer aucun dispositif et personne. Pourquoi on arrive à l'hôpital pour un maintien à domicile impossible, juste pour revenir là-dessus? Voilà. Ah, mais ça, mais non, mais ça, si tu veux, c'est comme pourquoi on arrive aux urgences pour des motifs qui ne sont pas là. C'est parce qu'il manque des structures. C'est parce qu'il manque des structures en amont. Alors, j'ai envie de te dire, alors, 2 choses. Tu as quand même dit, enfin, si j'ai bien compris, que la difficulté que les soignants rencontrent dans les établissements de santé retentit sur vous. Tu as dit ça, en fait. Hein. Aussi, oui. Voilà. 2e question, en ville, il y a des assistantes sociales de ville. Alors, de secteur par le conseil départemental, mais qui ne vont pas gérer la même chose que nous. On travaille beaucoup avec les partenaires donc des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et établissements sanitaires. Au niveau relais, on travaille beaucoup aussi avec les réseaux de santé, les PTA, plateformes territoriales d'appui, les collègues des HAD. Donc ça, on a le relais. Moi, je rebondis sur ce que les collègues disaient tout à l'heure, sur les résidences autonomie, les EHPAD. Ce sont nos partenaires en sortie d'hôpital. Donc, je sais très bien la différence entre EHPAD et résidence autonomie qui n'est pas médicalisée. J'ai pris des petites notes parce que j'ai des propositions à vous faire, parce qu'on a travaillé dessus. La difficulté, c'est que, par exemple, quand on a une masse qui a de la place, qui te dit qu'elle a de la place disponible, mais qu'elle revoit le dossier de ton patient qui est en SRPR, donc rééducation post-réa. Il est à l'hôpital depuis plus d'1 an. Et que du coup, cette structure ne peut pas accueillir ton patient parce qu'il a de la place, mais qu'il n'a pas le personnel pour accueillir ce patient, c'est pas possible. Toi, pour rebondir sur ce que tu dis, Arnaud, en disant mais on va quand même pas garder des gens à l'hôpital.
Là, on fait quoi de ce patient qui ne peut pas du tout rentrer chez lui? Et on sait bien que pour avoir une place en masse, c'est encore pire que pour avoir une place en EHPAD en termes de délai d'attente. Donc, Ouais. je ne sais pas ce qui. Donc, moi, je rejoins les collègues qui parlent aussi de personnel. Donc, nous, on a des gens qui restent à l'hôpital parce que une structure va nous dire j'ai pas le personnel alors que j'ai la place. Le service d'aide à domicile me dit je peux pas prendre votre patient à domicile parce que j'ai mes auxiliaires de vie ou mes aides ménagères ou mes aides-soignantes en SIAD qui sont en arrêt, il manque du monde ou j'arrive pas à recruter. Donc, on est aussi soumis à ça. Voilà. Alors, excusez-moi, je suis toujours là, je galère avec mon chargeur. Oui, j'entends. Non, mais je comprends très bien. Mais dans le handicap, il y a le zéro solution avec Denis Pifto qui propose le zéro solution pour permettre un parcours sans rupture par rapport au handicap. Ce parcours sans rupture, on devrait aussi l'avoir dans le sanitaire et avec les médico-sociaux. Mais effectivement, mais on bloque parce que, moi je rejoins les autres, le manque de personnel ou de moyens dans les structures d'aval, je devrais défendre l'hôpital, je défends les partenaires à l'extérieur, font que nous, en sortie d'hôpital, on bloque. Je t'entends pas. T'as le micro coupé. Non, c'est normal, j'avais éteint le micro. Non, mais attends, il n'y a pas de priorisation à avoir, l'hôpital, Mont-Laval. Hein. C'est tout le monde dans le même. De toute façon, je vais te dire, Isabelle, ça va faire un mois qu'on fait des auditions. Il manque de tout partout. Alors, évidemment, tu vois, quand tu fais des auditions sur les urgences, ils te disent le problème, c'est les lits d'aval. Bah oui, comme il n'y a personne. Donc, en fait, on peut passer notre temps à tout analyser. Hein. Quels que soient les plus grands intellectuels qui vont s'occuper du monde de la santé demain. Hein. Si la conclusion, c'est qu'il n'y a pas plus de monde dans les établissements de santé, ça n'ira pas mieux. Donc, en fait, voilà, il faut arrêter de que ce soit les urgences, l'AREA. Là, aujourd'hui, les invisibles, entre guillemets, le milieu de la dépendance, le grand âge, il manque de monde partout. Donc, de toute façon, tant qu'on essaiera de colmater les brèches et d'avoir une politique de rustine, une logique de rustine et qu'on ne prendra pas à bras le corps. Et pour moi, ça passe par la formation. Et la formation, ça veut dire des tuteurs. Parce que si tu as 100 infirmières en école, mais que tu n'en as que 70 de diplômés, tu en as perdu 30. Et aujourd'hui, c'est dans ces proportions-là que ça se passe. Ça ne marchera jamais. Ok, bon, moi, j'ai bien compris ce que tu as dit. Tu reviens quand même sur les difficultés en personnel des structures d'aval qui retentissent sur toi, évidemment. Et toi, du coup, ton patient, ça ne va pas. Du coup, à terme, on est obligé de déprogrammer. Samantha. Alors, soit on ne le fait pas sortir, ou soit on le fait sortir, mais pas toutes les aides dont il aurait eu besoin. Tu vois. Donc, c'est ça que je parle aussi de sortie non sécurisée. Et on tend le dos. Et on risque d'avoir un retour aux urgences, quoi. C'est très intéressant ce que tu dis là, parce qu'après, on va se lamenter sur les gens qui reviennent aux urgences. Mais évidemment, s'ils sont partis trop tôt ou mal encadrés de l'hôpital, ça ne peut pas aller. Samantha, toi, tu as parlé tout à l'heure dans tes propositions. Merci Isabelle. Hein. Je fais attention à l'heure parce qu'il est bientôt 13h, donc ça va être notre moment proposition pour nos scribes. Tout à l'heure, Samantha, tu as bien parlé de présence médicale et paramédicale. Voilà. Oui. Ouais. Je pense quand même, en t'écoutant, toi qui ne fais plus que 50% d'animation et qui fait 50% de tout le reste, je crois qu'il faut quand même revoir un peu votre statut, transformer votre… C'est quoi, toi, ton statut, le nom de ton statut? Je suis animatrice territoriale, moi. Voilà. Ouais, donc il va falloir expliquer que comme c'est de la daube en termes de personnel, de partout dans les agences d'autonomie, il va falloir transformer… Non, mais c'est moi qui le dis. Hein, tu veux, si tu viens me voir dans la résidence, tu verras que oui, je fais pratiquement le matin, je m'occupe de l'animation, de ce que je vais organiser, etc. Mais c'est plein de petites choses, en fait. Rien qu'un exemple, j'étais au téléphone l'autre jour avec un prestataire, j'ai entendu un grand boom, je lui ai raccroché au nez, il y avait un monsieur qui était par terre, qui s'était ouvert l'arcade, je vais chercher une compresse avec une collègue. C'est ça tout le temps. L'autre, il vient parce que le papy vient parce que son téléphone, il ne sait pas comment utiliser WhatsApp, comme il dit. Tu vois. Il y a tout ce qui est assistance administrative. Et là, effectivement, je rebondis sur Isabelle, sur ce qu'a dit Isabelle. Nous, on a une dame qui nous a été envoyée, qui est arrivée handicapée mentale, assez jeune. On découvre le lendemain matin qu'en fait, donc sous tutelle, et on découvre le lendemain matin qu'elle a une poche, tu vois. Elle nous ouvre la porte nue et on voit une poche.
Et on fait quoi avec ça? Enfin, moi, je suis pas soignante. J'ai quand même une question de docteur là Oui. à te poser. Qui accepte les patients en aisance autonomie? Parce que quand tu acceptes les patients quelque part, quand même, tu fais un peu un check-up, quoi. Enfin, Alors, y a autonomie et autonomie. En fait, tu vois le GIR. Enfin, le GIR, après, oui. finalement, c'est. Enfin, moi, j'ai Mais l'impression que c'est un peu subjectif. Samantha, qui prend l'accord d'accueil? Là, pour le coup, le directeur, le maire. Après, bon, c'est quand même des gens. En fait, je ne vais pas dire qu'il y a des gens vraiment dépendants qui arrivent, en fait. Enfin, physiquement dépendants, enfin, tu vois vraiment ce que tu imagines comme dépendants. Mais s'ils sont là, ce n'est pas par hasard. Donc, il y a forcément. Enfin, je parle de la majorité, hein, parce qu'il y en a qui sont jeunes et qui arrivent et qui sont très bien en bonne santé, etc. Mais ce n'est pas la majorité. Et souvent, eux, ils viennent même contre leur gré. Donc déjà, ce n'est pas forcément évident. Ce n'est pas un truc où ils vont venir s'installer. Tiens, je décide de m'installer en résidence autonomie. Non, c'est les enfants qui les placent parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont tombés, parce que machin, et qu'il y a une sécurité quand même 24 heures sur 24. Mais excuse-moi, tu ne réponds pas à ma question. Excuse-moi. Eh ben, en fait, qui les accepte? La direction, parce que du coup, ils les voient. La direction, c'est des administratifs? Oui, mais il y a quand même un médecin qui donne qui fait un certificat, qui fait un certificat disant qu'ils sont aptes à rentrer en résidence autonomie. Quel genre de médecin fait ça? Le médecin généraliste? Oui, je pense. Après, moi, pour le coup, ça, je ne sais pas trop exactement comment ça se mais c'est fondamental. C'est fondamental parce que mais oui, c'est fondamental. Soit il y a une erreur de profil de patient qui se retrouve dans ton établissement, soit les moyens alloués à ton établissement ne sont pas en phase avec le profil de la population qui est amenée à être là, tu vois? En fait, oui. En fait, de toute façon, je pense qu'il y a eu un glissement et que maintenant, on accepte des gens qui sont pas tout à fait dépendants, mais pas tout à fait autonomes. Voilà, on est entre deux. Mais ça se dégrade vite, par contre. En fait, ils arrivent déjà très tard, donc ça se dégrade vite. Et donc, après, pour trouver un... Et puis, enfin, je vais dire un truc qui n'est pas très jojo, mais c'est vrai, il y a ceux qui nous amènent, des familles qui nous amènent leurs parents, et qui mentent un peu. Oui. On va dire qu'ils shootent un peu la personne pour qu'elle ait l'air à peu près calme. Et qu'après, on se retrouve avec quelqu'un qui est désorienté. Enfin, voilà. Donc, voilà. Ouais, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Non, mais après... bon, comme ça, à première vue, tu vois, moi, comme ça, à première vue de l'extérieur, je me dis, il faudrait surtout renforcer votre structure. Parce que de toute façon, les gens qui sont là, il faut s'en occuper. Non, mais après, on les aime. Moi, je les kiffe. Voilà. Non, mais je ne remets pas ça en question, Samantha. Non, mais je sais. Je ne crois pas que ce soit un problème de manque d'amour ou de bienveillance ou d'empathie. Il nous faut voilà. Vous avez besoin. Oui. Parce que même moi, regarde, l'animation, c'est quand même super essentiel. Hein. C'est la vie. Hein. Donne-nous un petit exemple d'animation. Parce que moi, je ne connais pas bien ça. Ça peut être quoi? Un loto? Non. Alors, un karaoké? Loto, c'est un peu... Mais ils aiment bien l'auto. Karaoké. Karaoké, on va dire, c'est plutôt concert. Hein, parce qu'eux, ils n'aiment pas trop chanter. Donc, c'est toi qui chantes, en fait, pendant 1 heure. Donc, concert, on a tout un tas de choses. Tour de magie? Sophrologie. Non, pas magie. Pas magie. Sophrologie. Le dentier, il est là. Hop, il a disparu. Hop, il n'est plus là. J'ai tellement d'anecdotes à raconter que voilà, on y passerait l'après-midi. Mais sophrologie, art floral. Et encore, moi, j'ai un budget conséquent. J'ai vraiment pas à me plaindre. Mais tu le dis souvent, ça. Toi, tu veux pas avoir de problème. Ah non, non. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Tu veux pas avoir de problème. Non, mais tu dis souvent, et c'est bien aussi de le dire. C'est vachement sympa d'entendre ça. Toi, tu dis, nous, on est pas mal lotis. Ça veut dire que c'est quoi art floral? Eh ben, c'est une fleuriste qui vient avec des fleurs coupées, qui leur fait faire une création florale. C'est génial, ça. Ils ramènent chez eux, en fait. En plus, ils la gardent. Ils peuvent l'offrir à qui ils veulent. Voilà. On fait des jeux de mémoire, bien évidemment. On fait des sorties. On va au centre commercial. On fait tout un tas de choses. De la gym douce, atelier d'équilibre. Qu'on fait venir des conférenciers du château de Versailles. J'ai l'impression que tu vas finir par recruter Sophie parce que là, je vois qu'elle écoute toutes les activités. Ça a l'air d'être quand même sympa chez toi. Hein. Même nous, on aimerait bien y aller. Je me démène. Et encore, je t'enverrais bien Audrey Bascovec. Audrey Bascovec, je pense que ça lui ferait du bien de faire de l'art floral.
Ça Mais pourrait un peu la Audrey, détendre. on a bien sympathisé. Moi, j'accueille Audrey avec plaisir. Et toi aussi, Arnaud, hein, si tu veux venir prendre un café. Ouais, moi, c'est plutôt Et puis, karaoké, moi. tout le monde qui est là, venez, Non, mais venez. tu sais que ça a toujours été mon rêve de travailler avec des personnes âgées. Moi, bon, je travaille un peu avec des personnes âgées, mais je te jure que si j'avais le temps, j'irais, moi, dans ces trucs-là et je ferais des trucs avec eux. J'adore ça. J'ai toujours adoré ça. J'ai toujours adoré ça. Ça a toujours été. Tu sais que avant de faire le collectif, avant d'être dans le collectif, je m'étais dit, alors je suis anesthésiste, je m'étais dit, il faut qu'un jour je trouve le moyen de faire des EHPAD idéales. Et je te jure, hein, c'est un truc, et j'ai plein d'idées là-dessus. D'ailleurs, j'avais fait des communications là-dessus. J'ai tout un petit projet de résidence pour personnes âgées, enfin, personnes dépendantes que j'ai phosphoré, un truc un peu idéal. Et je trouve que c'est tellement essentiel. Bon, alors évidemment, aujourd'hui, dans le monde, il y a des choses gravissimes. Voilà, il faut toujours relativiser ce qu'on raconte, mais évidemment, pour les Ukrainiens, et les enfants, et même les jeunes adultes, enfin, ce qu'ils vivent, eux, est tellement terrible que tout ce qu'on peut aborder comme autre sujet peut sembler dérisoire, mais on est quand même un petit peu obligé de continuer à réfléchir pour le bien de tous. Et je trouve quand même que le grand âge, les aînés, nos aînés, ils méritent ça. Et ils peuvent pas l'organiser eux-mêmes. Donc, il faut le faire pour eux. Et donc, non, mais c'est une très belle thématique. Et j'aime beaucoup ce midi parce que on met en évidence les problèmes. Et en même temps, je trouve qu'on rend quand même hommage à tout votre, à ce que vous y faites. Bon, Sophie, Samantha, elle frime un peu, moi, je trouve. Hein. Ça va. Hein. Il y a des animations. Et pourquoi tu l'invites pas à faire? Vous êtes dans la même région? Mais oui, mais ils ne veulent pas prendre un deuxième animateur. Il faut savoir que moi, je suis seule. Mais Sophie, il faut demander à Samantha de venir faire de l'art floral. Voilà, moi, je veux bien venir. Hein. Mais bon, je suis déjà sur 2 établissements. Je m'occupe déjà de 160 personnes. Donc... Ça fait beaucoup de bouquets. Nous, beaucoup de bouquets. Venir des animaux aussi, hein, des animations. Oui, il y a des skis, on fait venir des chiens. Quel genre d'animaux? Des autruches, des lamas? Non, médiation animale, ça s'appelle. Quel genre d'animaux? Des chiens, elles ont fait venir des chevaux, mais à l'extérieur évidemment de l'EHPAD. Hein, C'est bien. C'est bien. Puis les résidents apprécient aussi ce genre d'intervention-là. Ah, je pense que c'est hyper important pour eux. Bon, alors, attendez, il y a sûrement des questions des modérateurs. Christelle Baldé, la femme qui parle pendant le générique. Là, il n'y a pas de générique, mais est-ce que tu as envie de parler quand même? Ouais, bon, il y a 2 petites questions. Qui aide à la réorientation quand le maintien dans la résidence n'est plus possible? Et les fins... Ouais. Oui, je réponds. Ouais. En fait, nous, quand on constate que quelqu'un... En fait, on va garder les gens au maximum dans la résidence autonomie. La limite, c'est quand la personne se met en danger ou, du coup, trouble la tranquillité des autres résidents. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un qui va se mettre à déambuler la nuit, qui va taper aux portes ou des choses comme ça, ou qui va appeler le gardien toute la nuit. Au bout d'un moment, nous, on va alerter et on va alerter la famille. Et c'est la famille qui doit faire placer son proche. C'est peut-être juste des gens qui veulent un peu ambiancer la résidence autonomie. Hein. Enfin, franchement, peux juste faut aussi laisser libre recours. Hein. C'est pas cool, c'est pas cool de plutôt contre. Moi, je suis plutôt pour laisser les gens faire des trucs comme ça la nuit parce que ça met un peu d'ambiance. Hein. Bon. Je rebondis juste pour éviter le passage à l'hôpital. J'évite qu'ils reviennent chez moi. Tu sais, les patients que tu as qui déambulent, etc., qui dégradent au fur et à mesure du séjour chez toi. Nous, on incite vraiment les familles, notamment qui sont suivies aussi en consultation chez nous, en centre de mémoire, etc., de faire des inscriptions de sécurité dans une autre structure pour éviter justement qu'un coup, tu aies l'appel à 3 h du matin des pompiers parce qu'elle déambule dans la rue en chemise de nuit quand il fait -10. Et c'est vrai que... C'est un motif fréquent d'hospitalisation d'urgence. À ma dernière garde, on est d'accord. Et c'est vrai que... Elle s'était perdue, la petite dame, elle s'était perdue. 92 ans. Elle était partie faire une balade à 2 h du matin, alors. Mais elle s'était perdue. Mais on incite vraiment à faire des inscriptions de sécurité, même quitte à ce qu'elles servent à rien. Ça veut dire quoi, des inscriptions de sécurité? En fait, tu t'inscris en EHPAD parce que tu dis que... Et puis, si l'EHPAD, dans 6 mois, t'appelle pour te dire « Monsieur, j'ai une place pour votre mère » et que finalement, la résidence autonomie, ça se passe encore bien, tu passes ton tour, mais elle reste sur liste d'attente.
Et au moins, comme ça, Sophie. si un jour, il y a une majoration des troubles cognitifs ou une majoration de difficultés d'autonomie, et que la résidence autonomie te dit réellement, elle ne peut plus rester chez nous, on n'est pas adapté. Je vous rappelle qu'on est une structure qui n'est pas médicalisée. Au moins, elle est peut-être deuxième sur liste d'attente en EHPAD et on n'est pas obligé en urgence, aux urgences, de faire les démarches en catastrophe et trouver une structure privée hors des ressources de la personne et à 150 bornes de chez elle. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est une inscription d'anticipation au cas où, une inscription préventive. Pour d'autres cas, on a quand même 2 EHPAD sur la ville, donc généralement, ça ne prend pas trop de temps pour faire le transfert. Après, c'est plus des gens qui, au quotidien, qu'on a envie de garder, en fait. Voilà. On n'a pas envie de mettre en EHPAD. C'est pas le rôle de la résidence autonomie. Donc, en fait, quand je vous écoute, excusez-moi, Sophie, je te passe la parole tout de suite. Quand je vous écoute, l'évaluation est très importante. Et donc, il faut des moyens pour l'évaluation un peu régulière des gens pour savoir s'ils vont pouvoir aller dans la bonne structure, s'ils sont dans la bonne structure. Et surtout, il faut des moyens pour les structures en question. Est-ce qu'il y a d'autres propositions importantes à faire d'après vous sur votre sujet? Sophie? Moi, je voulais juste dire que pour les rediriger, là, justement, on a donc l'UHR en bas, un résident qui, tout d'un coup, ne marche plus, va monter dans nos unités à nous où ils sont censés être un peu plus autonomes, va se remettre à marcher. Mais comme le temps qu'il monte, la chambre n'a même pas été faite, il y a déjà quelqu'un qui a pris la place, on nous fait des prescriptions de contention. Voilà. Voilà donc, alors donc là, mais c'est encore une fois, c'est en lien avec le manque de personnel qui fait qu'on fait un peu, il n'y a pas de chambre et le manque de capacitaire aussi. Il faut plus de chambres dispo. On ne soit pas obligé d'attacher quelqu'un quand il est dans le… Ça, c'est un truc de dingue, ça. J'ai essayé de lutter contre ça aussi, mais bon, on ne nous entend pas non plus, là, donc voilà. Contention, normalement, c'est hyper réglementé. Hein. Moi, dans notre établissement, quand on a la contention, ça doit être prescrit, ça doit être remis en question, réévalué au bout de tout de suite. Il faut, c'est terrible, ça. Bon, ok. Mais ça, c'est en lien, pour moi, Sophie, c'est en lien avec le manque de capacitaire. L'exemple que tu prends là, manque de capacitaire, lui-même en lien avec le manque d'attractivité et de personnel dans ces structures-là. Bon, Christelle, des maçons. Christelle, les propositions, je pense quand même globalement qu'on les a faites. Hein. C'est plus de monde, plus de moyens, et puis il y a aussi cette notion d'information, expliquer ce que c'est résidence autonomie. Isabelle, elle a insisté sur le fait que il manque de monde aussi, même si la condition, Isabelle, elle trouve sa condition, elle n'est pas mauvaise, mais il manque de monde. Voilà, tu as le sentiment qu'il faut booster le système et que si le système n'est pas boosté à tous les niveaux, ça ne marchera jamais. Voilà. Je voudrais juste rajouter un petit truc, Arnaud, un truc important, c'est par rapport aussi, tu sais, alors je vais mettre 15 guillemets, les personnes qui ne rentrent pas dans les cases, la personne handicapée vieillissante et la personne précaire vieillissante qu'on n'avait pas dans le temps. Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, on n'avait pas une personne trisomique qui rentrait en EHPAD et on n'avait pas un SDF qui rentrait en EHPAD qu'on a maintenant. Et c'est vrai que je pense qu'il y a tout un travail d'accompagnement avec nos partenaires qui sont, si on parle du vieillissement, les partenaires des EHPAD et des résidences autonomie, pour que aussi on puisse les accompagner pour accueillir ces personnes qui n'ont pas le même profil que leurs résidents habituels. Isabelle, comment on peut traduire ça en proposition, tu vois? Comment ça s'appelle? Proposition. Les infirmières de pratique avancée, qu'on forme de plus en plus. Donc, qui pourraient aussi, dans les EHPAD et les résidences autonomie, avoir ce regard justement d'évaluation, donc pendant le séjour, s'il faut les réorienter vers une autre structure. On peut, par rapport à ce qui existe déjà aussi, travailler avec les plateformes territoriales d'appui des réseaux de santé pour qu'ils soient encore plus associés sur le côté ville, comme donc, nous on fait l'hôpital. Du lien entre vos structures d'aval, l'hôpital et la ville. Du lien. Ce lien-là, il y est plus, mais dans les structures, je suis en train de donner des réponses pour les collègues, dans les structures médico-sociales, j'ai l'impression qu'effectivement,
on ne sait pas comment accompagner parfois les changements de structure. Donc, je pense qu'on peut associer les IPA, je pense qu'elles sont aussi là pour ça. Quelqu'un qui dit aussi les CPTS, oui. Oui, mais les infirmières libérales, elles doivent être capables aussi. Hein. Oui, mais le côté évaluation pour accompagner sur les changements de structure de résidence en autonomie pour passer en EHPAD ou changer entre UH. Il y a ça. Par rapport à l'hôpital, les propositions, c'est aussi, je disais, on a aussi tous ces patients incasables. Tu m'as dit au tout début, Isabelle, les complexes, on les aura toujours. Bien sûr, on a des commissions de parcours complexes, on a la coordination de parcours patient avec les ARS, ça, on les a dans nos établissements. Mais nos incasables, le SDF qui a 62 ans, a un profil gériatrique, est-ce qu'il pourra s'adapter à une structure dans un EHPAD? Est-ce que c'est pas aussi à l'EHPAD tout à coup de s'adapter à un SDF qui n'aura pas envie de se doucher tous les jours? Parce que c'était son ancien mode de vie. La personne handicapée vieillissante qui rentre en EHPAD ou en structure, effectivement, on doit travailler ensemble. Quand tu dis rentre pas dans les cases, est-ce que ça veut pas simplement dire qu'il manque des structures pour ces gens-là, quoi? Eh ben, je suis pas sûre que. Une personne Alzheimer à 45 ans, il y avait une étude qui a été faite par le Centre national de référence de Lille, toi qui es du Nord, avec Florence Pasquier, où il n'y avait pas assez de patients pour construire des structures adaptées pour les patients Alzheimer à 50 ans. Parce que leur conjoint qui travaille encore, si on faisait une par région, il ne pourrait pas le passer le voir pour le faire le petit bisou du soir tous les soirs, il aurait pu y aller que le week-end et faire 150 bornes. Alors que si on permet à des structures qui peuvent évoluer et qui ont peut-être des places, malgré tout, il y a des structures qui auront des places, mais pas les moyens humains, d'accueillir d'autres personnes sur un profil de vieillissement, etc., et qu'on les accompagne tous ensemble pour la ville, l'hôpital, qu'on les forme, qu'on les aide à se former. Moi, quand j'étais en centre de mémoire, j'ai dit, on peut peut-être accompagner, on a dit être la neurologue, les EHPAD d'accueillir des patients de 55 ans avec un profil Alzheimer. Mais c'est un accompagnement qu'on doit faire ensemble. C'est vraiment le côté d'inclusion, etc., etc. On peut, je pense, et comme ça, la structure est à côté de chez toi, tu rentres du boulot, ta femme, elle met d'Alzheimer et doit être en EHPAD, et ben tous les soirs, tu peux t'arrêter pour la voir. En tout cas, ce qui est important, il va falloir qu'on coupe, mesdames. Oui, pardon. On coupe, on a dépassé. Mais je vous laissais parler parce que c'est très intéressant. Ce qui est très important, et ça revient souvent quand même, c'est la notion de réévaluation régulière. Et ça, si ça n'est pas fait aujourd'hui, il faut porter ça, ce qui vous permet à vous de mieux faire votre travail en étant plus renforcé en moyens humains et non humains et médicaux et paramédicaux. Écoutez, merci beaucoup. C'était très chouette. Si vous avez un truc vital à rajouter, allez-y. Hein. Non, juste que nous, on aime ce qu'on fait. On veut juste, on voudrait simplement. Un peu de reconnaissance et un peu d'aide. Voilà, on se forme sur le tas, mais être confronté à la mort, à la maladie, c'est pas évident pour tout le monde. Personne n'est là pour nous écouter quand on perd quelqu'un. Nous, on est là. Hein. Oui, et tout le monde qui est là aujourd'hui, mais sinon, non, mais sincèrement, quand on fait un massage cardiaque à quelqu'un et que c'est pas notre travail et que la personne finalement elle s'en sort pas, moi, c'est dur psychologiquement et c'est vrai qu'on n'a pas forcément de moyens de relâcher un petit peu la pression. Mais on adore ce qu'on fait, donc on continue. Donc, ça veut dire, tu vas jusqu'à dire qu'il faudrait un soutien psychologique parfois? Je pense qu'il faudrait même une permanence psychologique pour les résidents. Ça, ce serait très bien. Scribe, vous avez entendu, vous notez ça, une permanence, un renfort. Un renfort, voilà, pour les résidents. Je pense qu'ils en ont besoin. Ils ont énormément besoin de parler. Et nous, on n'a pas franchement le temps. Et moi, ça me fait mal au cœur quand je passe dans le couloir, je suis pressée et qu'il y a quelqu'un qui me dit « j'ai envie de mourir ». Et que je dis « ouais, ok, demain, on se voit. » On en discute. C'est horrible. Ouais. En fait, voilà. Donc, juste personnel, des moyens et de la reconnaissance, c'est tout. Bon, merci d'avoir écouté, en tout cas. Bravo. Merci. Mais c'était très… Isabelle, Sophie, Samantha, merci. C'était passionnant. Vous avez bien expliqué les choses. On sent l'amour que vous avez toutes les trois pour votre travail. Et en même temps, ça ne vous a pas empêché d'être clairvoyante sur les propositions à faire. Et nous, on a bien compris. Moi, j'ai bien compris. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Et vous avez réussi à mélanger, je trouve, donner envie de faire ces métiers-là. C'est quand même pas banal ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait ce midi, c'est quand même pas banal parce que je trouve que vous avez donné envie aux gens de venir bosser dans vos structures. Vous en avez fait
sans vous en rendre compte peut-être, ou alors sciemment, Oui. une belle promotion. Et en même temps, ça ne vous empêche pas de nous rappeler les manques cruels. On ne partait pas de zéro parce qu'on se doutait un petit peu, quand même de ce qui manquait dans vos structures, mais vous avez insisté sur des sujets fondamentaux et notamment sur la connaissance bien propre de vos structures. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Si c'était que moi, je vous dirais, on va recommencer, on fera un acte 2, mais si je fais ça, Audrey Baskovec, elle va arrêter de Vraie Figure de la Santé. Elle fera que des fleurs coupées. Et j'ai encore un peu besoin d'elle. Donc, je ne peux pas faire ça. Mais bon, le Vraie Figure de la Santé, Merci en tout cas. c'est jusque fin mars, mais ça continuera le temps qu'il faut que ça continue. J'ai pris la décision, sans le dire à personne, de continuer les auditions même après. Une sorte de Vraie Figure. Vous connaissez l'histoire du... C'est ça, en fait, que je voulais... Mais bon, je voulais... Le navigateur, dans les années 70, je ne vais pas retrouver son nom là, mais je ferai une publication. Je suis sûr que Christelle Baldé, elle va m'aider. Le navigateur qui faisait le tour du monde ou le Vendée Globe. Non, celui qui a disparu en mer. Non, il n'a pas disparu. Je te parle de celui qui a franchi la ligne d'arrivée, mais qui avait tellement pas envie de rentrer qu'il a continué. C'est Tabarly. Non, c'est pas Moitessier. Non, je sais plus. Si c'est ça, Moitessier. C'est qui le patron? Moitessier, il faisait une course autour du monde, il a passé la ligne d'arrivée, il n'avait pas envie d'arrêter. Il avait encore envie de naviguer. Il a continué. C'est une histoire célèbre dans la navigation. Le Vrai Figure de la Santé, c'est pareil. À la fin mars, on va continuer les auditions. On n'arrêtera pas. OK? On en fera une par semaine ou 2 ou 3, mais on n'arrêtera pas. Et là, je pense qu'Audrey Baskovec, elle sera injoignable. Allez, Estelle, merci. Les scribes, merci. Olivia Ferry de La Réunion est toujours là. Merci. Merci beaucoup, mesdames. C'était super. S'il vous plaît, restez en contact avec nous. C'est important. Restez en contact avec nous. On est là. Ouais, mais c'est important que nous, on ait des retours et qu'on échange avec vous pour nos propositions. C'est important. D'accord? Pas de souci. Sophie, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir tout le Au monde. revoir. Salut. Au revoir, merci. Au Au revoir. revoir. Bravo. Allez, je prends une photo. Hop, Ouais, et merci. hop. Attends, là. Ah, voilà, génial. Belle photo. Allez, bisous. Bye. Salut. C'est bon? Oui. Merci.